Bonjour tout le monde. C'est un cours concernant les exemples de matériaux utilisés dans notre vie quotidienne. C'est pour les troisième année collège, fait par votre prof de physique, le prof Khaled. Observez les images suivantes. Commençons par un exemple qui concerne la fenêtre. Le deuxième exemple, c'est un verre, ou bien parfois on dit une tasse. Troisième exemple, des assiettes, une boîte, des canettes. Quatrième exemple, une boîte de lait. Bon, la question qu'on peut poser, comment distinguer les corps des matériaux? Donc ici on a le corps et on a le matériel. Revenons à ces exemples. Commençons par la fenêtre. La fenêtre est un corps qui est constitué par des matériaux qui sont d'abord le bois, ensuite le verre. Ici on a le fer ou parfois on a l'aluminium couvert de plastique. Le verre ou bien la tasse est constitué par des matériaux qui sont parfois le verre. Parfois on a le plastique, parfois l'aluminium, ou bien l'argile, ou bien le marbre. Ici la même chose, les assiettes, soit en plastique, soit en argile parfois, ou bien en marbre, ou bien en verre. Ici la boîte est en aluminium, les canettes la même chose. La boîte de lait, ici on a le papier cartonné, couvert de plastique. À l'intérieur on peut avoir de l'aluminium. Donc ici on a cité des matériaux. Donc les corps qui sont la fenêtre, la tasse, les assiettes, la boîte de lait sont des corps, tandis que le verre, le bois, l'aluminium, le fer, l'argile, le marbre, le papier cartonné ou bien le papier sont des matériaux. Donc en général, les corps sont constitués par des matériaux et les matériaux constituent un corps. Le corps peut être soit constitué par un seul matériel ou bien par plusieurs matériaux. Grand 1. La distinction entre les corps et les matériaux. Observation. Regardez, ici on a un tableau où il y a le corps et les matériaux constitutifs de ce corps. Commençons d'abord par la fenêtre. Elle peut être constituée par le verre, le bois, le fer, etc., l'aluminium, le plastique. Donc ce sont des matériaux qui constituent le corps qui est la fenêtre. Une tasse peut être constituée par le verre, le plastique, l'aluminium, l'argile, le marbre, etc. Donc ça dépend des matériaux qui constituent la tasse. La boîte de lait, c'est le corps qui est constitué par le papier, le plastique, l'aluminium, etc. Donc ici, on a des corps et des matériaux. Faites attention dans certains exercices. Lorsqu'on nous donne comme exemple, par exemple, la porte en fer. Donc ici, on a la porte qui est un corps et le fer qui est un matériel.
D'accord? Il faut faire attention aux exemples. La fenêtre, la tasse, la boîte de lait sont des corps. Tandis que le verre, le bois, le fer, le plastique, l'aluminium et le papier sont des matériaux. Comment les matériaux peuvent être classés? Donc on verra combien de types on a comme matériaux en général. Regardez ici, on a essayé de diviser ces matériaux en 3 types. Le fer, l'aluminium et le cuivre se ressemblent dans plusieurs caractéristiques, comme le cas par exemple de la conductivité électrique par exemple. Donc c'est pourquoi on les a mis, on a mis ces corps-là qui sont le fer, l'aluminium, le cuivre. On peut avoir par exemple le plomb, l'or par exemple, le platine, le zinc, qui forment ce qu'on appelle les métaux. Donc premier type de matériaux sont les métaux. Deuxième type, on a le verre, mais on a encore l'argile, on a encore le marbre, etc. Donc forment ce qu'on appelle les matériaux céramiques. Mais en général, on utilise trop le verre, c'est pourquoi on a pris comme exemple essentiel le verre pour les matériaux céramiques. Troisième type, c'est ce qu'on appelle les matériaux organiques. D'accord? Donc les matériaux sont divisés en 3 sortes. D'abord les métaux, ensuite les matériaux céramiques, ensuite on a les matériaux organiques. Déduction. Les corps utilisés dans notre vie quotidienne sont constitués de différents matériaux. Donc on a les corps et on a les matériaux. La plupart des matériaux utilisés sont classés en 3 groupes principaux. Petit 1, les métaux, comme le cas de fer, de l'aluminium, de cuivre, de zinc, de platine, de plomb, de l'or, etc. Les matériaux céramiques, essentiellement on a pris le verre comme exemple, le marbre, l'argile, on a d'autres exemples. Troisièmement, mais avant ça, regardez pour le marbre. On a le marbre en arabe, le mot en arabe. Le marbre, c'est ce matériel-là qui est céramique. Pour l'argile maintenant, ça c'est l'argile. Le mot en arabe, voilà. Donc, l'argile et le marbre, c'est comme le cas du verre, sont des matériaux céramiques. Troisièmement, les matériaux organiques, comme le cas du bois, de papier, de platine, ainsi de suite. Ces matériaux, on va encore les utiliser dans une autre leçon, où on peut citer comme exemple toujours le bois, le papier et le plastique, mais d'autres. Essentiellement, leurs molécules sont constituées par les atomes de carbone et d'hydrogène. C'est pourquoi lorsqu'on brûle le bois, ou bien le papier, ou bien le plastique, on a apparition de la couleur noire. C'est pourquoi on les a classés dans un seul type qui forme ce qu'on appelle les matériaux organiques. Grand 2, classification des matériaux en fonction de leur propriétés. Donc on va prendre les matériaux essentiels qui sont les métaux, les matériaux organiques on va prendre comme exemple le verre et encore les
matériaux organiques. Et ensuite, on va prendre comme exemple essentiel le plastique, parce que le plastique est fréquemment utilisé dans la vie quotidienne. La même chose que le verre. Les trois catégories matériaux, regardez, on a pris le verre, hein, au lieu de prendre les matériaux céramiques, on a pris le plus utilisable qui est le verre, le métal et la matière organique sont des matériaux principaux pour l'emballage. Donc c'est quoi l'emballage? Bon, on essaie d'emballer quelques aliments, hein, qui sont parfois chauds. Comme exemple, on prend le papier aluminium, par exemple. Le papier aluminium, on essaie de l'utiliser pour emballer de la viande chaude, par exemple. Plusieurs exemples qu'on a, hein, on utilise le papier aluminium. Donc, il garde toujours la chaleur, bon, et il n'entre pas en réaction avec les aliments dont on essaie de l'emballer. Bon, encore, on a le plastique, hein, pour les aliments froids, ou parfois les végétaux, hein. Encore, parfois, dans le réfrigérateur, on essaie d'emballer certains aliments par le plastique, hein, donc parce que c'est un matériel essentiel dans l'emballage, donc le papier aluminium et le plastique. Et la mise en conserve de produits alimentaires. Donc les boîtes de conserve, par exemple concernant les poissons. Bon, encore les tomates. Hein? Donc on a plusieurs exemples où on utilise des boîtes de conserve. Ces boîtes de conserve sont utilisables de telle sorte à ne pas réagir avec les aliments à l'intérieur. Donc c'est pourquoi on essaie de bien utiliser soit l'aluminium, soit le fer, mais on essaie d'utiliser une matière isolante entre le fer et les matériaux, hein, qui sont les aliments. Bon, c'est essentiel. Encore pour les appareils électriques, lorsqu'on essaie d'acheter une télé, hein, donc on trouve la télévision emballée ou bien conservée dans une boîte en carton ou bien papier cartonné. Et à l'intérieur, on a une matière blanche. Encore, c'est une matière organique, hein, qui essaie de protéger la télévision. On a encore le plastique à l'intérieur. Et donc, ce sont des matériaux, hein, utilisables pour la mise en conserve de certains appareils. Donc, tout ce qu'on trouve dans l'électricité comme appareil, ils sont conservés par des matériaux qui sont le plastique, le papier cartonné et certains d'autres matériaux qui sont essentiels dans l'emballage et ensuite dans la mise en conserve. Le matériel choisi pour l'emballage et la mise en conserve ne doit pas réagir avec l'air. C'est comme le cas du fer, par exemple, qui réagit avec l'air. Donc le fer réagit avec l'air et donne un produit qui est la rouille. Donc la rouille, hein, est un produit, hein, qui apparaît après la réaction du fer avec l'air. Donc c'est pourquoi on ne peut pas utiliser le fer pour certains aliments. Si on veut l'utiliser, il faut utiliser une matière isolante entre le fer et l'aliment. Et les matériaux en conserve. Donc c'est la première condition lors de l'utilisation ou bien du choix, hein, du matériel pour l'emballage. Sa résistance à la collision. Donc pour le verre, elle est déconseillée pour la mise en conserve de certains liquides, comme le cas des acides ou des bases.
La même chose parce que le verre se casse. Donc on ne peut pas, par exemple, conserver une matière dangereuse, liquide, dans des bouteilles en verre. Donc il vaut mieux utiliser le plastique. Et sa conductivité électrique. Donc pour le courant électrique, dans les maisons, dans les stations électriques, on essaie d'utiliser le cuivre parce que le cuivre est conducteur électrique et c'est un bon conducteur. D'accord? Et on essaie de l'emballer avec le plastique parce que le plastique est un isolant électrique. D'accord? On utilise encore le matériel parce qu'il est conducteur thermique, c'est-à-dire il conduit la chaleur. Dans la cuisine, on trouve les assiettes en aluminium parce que l'aluminium conduit la chaleur. Donc, c'est pourquoi il faut utiliser l'aluminium et pas d'autres matériels. On a d'autres propriétés, on va les parler après. Et sa perméabilité, c'est-à-dire est-ce que ce matériel laisse passer à travers le liquide ou non? Parce que, pour le plastique, ce n'est pas perméable. Donc on dit imperméable ou bien non perméable. Il ne laisse pas passer le lait, l'eau minérale, etc., l'acide chlorhydrique, etc. Donc c'est pourquoi on essaie d'utiliser des boîtes en plastique. Parfois on utilise le verre parce qu'il ne laisse pas passer le liquide, c'est imperméable. La même chose pour le métal comme l'aluminium. L'aluminium ne laisse pas passer les liquides également, d'autres aliments qui sont liquides. Donc en général, on dit que sa perméabilité au liquide est également prise en compte. Donc il faut prendre en considération soit la résistance à la collision, soit la conductivité électrique ou bien thermique, soit la perméabilité lors du choix du matériel pour l'emballage ou bien pour la mise en conserve.